De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour sortir les allumettières de l'ombre, un ouvrage de Kathleen Durocher paru auprès de l'Université d'Ottawa. Et Kathleen, très sincèrement, j'avais hâte de parler avec vous aujourd'hui à l'émission par rapport à cet ouvrage-là. Et tout de suite en allant, j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes intéressée à ces femmes-là. Vraiment commencé à l'automne 2016 lorsque je me cherchais un sujet pour ma maîtrise en histoire qui touchait à la fois à l'histoire des femmes puis à l'histoire des classes ouvrières. Puis bon, ayant grandi dans la région, j'ai toujours un peu entendu le nom d'Allumettière ici et là, notamment à cause du boulevard. Puis bon, en discutant avec mon directeur à l'époque, on a fini par décider que ça serait un bon sujet. Puis dans le fond, on connaît beaucoup leurs noms, mais on connaissait pas beaucoup les femmes qui se cachaient derrière l'appellation. C'est un peu comme ça que ça a commencé, tout ça. On va dire que depuis 2016, vous êtes tombée, on va dire comme ça, en amour avec je vais dire, la force de ces femmes-là, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure de l'ouvrage. Mais il y a eu des difficultés pour pouvoir arriver à cet ouvrage-là, parce que vous avez vraiment dû chercher beaucoup, faire beaucoup de recherches afin de trouver des informations sur ces dames-là. Oui, absolument. Au niveau des documents qui ont été laissés, documents d'époque, il y a très peu de choses. Je m'y attendais déjà au début, mais je m'attendais pas à ce point à ce qu'elles soient effacés des documents historiques. Puis dans le fond, ça a vraiment été d'aller chercher un peu partout, puis d'essayer juste déjà de trouver des mentions des travailleuses. D'aller chercher dans les recensements et tout ça, d'aller trouver des noms de travailleuses aussi, hein, de pas juste les appeler les allumettières, mais trouver c'est qui occupait cet emploi-là. Puis ça a fini par se structurer à force d'avoir trouvé des documents, mais vraiment c'était un peu c'est de tracer les liens entre les sources, puis d'essayer de remplir les vides aussi de chaque documentation, puisque bon, à l'époque contrairement aux grands personnages masculins ou féminins, on leur accordait pas beaucoup d'importance, puis on pensait pas à la fin du 19e siècle, début 20e, qu'on s'intéresserait à elles un jour et qu'on écrirait des livres sur leur sujet. Que Kathleen pourrait s'intéresser à elles, c'est ça. Et puis je pense que plus on fait des recherches sur des sujets qui nous passionnent, plus peut-être les personnes ou les histoires concernant ces personnes vont se révéler à nous. Et puis Kathleen, j'ai pu voir, parce que j'ai eu accès au lien de l'ouvrage, j'ai pu voir que la préface a été faite par Michel Prévost, qui, on le sait, est l'un des gardiens de l'histoire de l'Outaouais. Puis quand j'ai lu la préface, je me suis dit, ça donne vraiment le goût de lire, parce qu'on voit déjà comment de fois des gens peuvent être oubliés, mais en même temps qui jouent un rôle important à cette époque-là. Oui, absolument. Puis je suis évidemment très contente que M. Prévost ait accepté d'écrire la préface, parce que bon, la bourse qu'il offre pour les études régionales à l'Université d'Ottawa, c'était une des choses qui m'a convaincue de travailler sur le sujet quand même. Vraiment, c'est un peu ce qui m'a étonnée au début de ma recherche, c'est à quel point on les connaît, mais on les connaît pas. Mais qu'ils ont quand même réussi, bon, surtout grâce à leur grève, de rester dans la mémoire collective puis d'être présente lorsqu'on voit des petits trucs faits par la ville de Gatineau, peu importe sur l'histoire de la ville ou de la région, mais elles sont toujours là. Donc, elles ont quand même réussi à garder une petite place, même si c'était très minime, puis on savait pas grand-chose, dans le fond, sur elles. Alors, vous avez posé la question tantôt, et je suppose que les gens ont aussi envie de savoir qui étaient réellement ces dames-là. Donc, déjà, avant de répondre peut-être à la question, lorsque j'ai commencé ma recherche, j'étais un peu confrontée à deux stéréotypes des allumettières qui ressortaient tout le temps. Donc, soit les petites filles aux allumettes, un peu hein, comme dans l'histoire de la marchande d'allumettes, des travailleuses qui seraient exploitées, c'était des jeunes filles, elles travaillaient des heures épouvantables avec des très bas salaires. Puis l'autre stéréotype était un peu celui que est venu symboliser Donald de Charon, la porte-parole du syndicat des allumettières, donc ces femmes grévistes qui ont fait leur marque dans l'histoire avec leur lutte. Donc c'est un peu des stéréotypes opposés aussi, donc j'ai voulu aller chercher où est-ce qu'elles se trouvaient entre ces deux images-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les allumettières, ce sont principalement des jeunes filles ou des jeunes femmes célibataires qui ont 15 à 20 ans, donc des adolescentes. Elles sont canadiennes-françaises pour la plupart. Elles habitent dans les quartiers ouvriers de Hull, quoi qu'il y en a
peut-être dans la basse ville d'Ottawa, même si j'en ai pas trouvé, ça reste une possibilité. Puis elles sont, pour la très très vaste majorité, célibataires, puis elles habitent avec leurs parents, ce qui est un peu, c'est pas très surprenant puisque c'était ces filles et femmes-là qu'on cherchait principalement à embaucher dans les industries comme les manufactures d'allumettes. Donc vraiment, ce sont des jeunes adolescentes ou des jeunes femmes de la classe ouvrière qui sont francophones, qui habitent avec leurs parents, mais que leurs familles ont besoin de leur salaire pour survivre. Et quand on parle de salaire pour survivre, là, on peut le voir au fur et à mesure qu'on feuillette le livre, ben, c'était pas grand montant d'argent. Non, vraiment pas. Bon, à l'époque, les femmes sont souvent payées la moitié du salaire des hommes, ou plus bas. Et le travail d'allumetière est très mal rémunéré. Elles sont payées à la pièce déjà, hein, donc le nombre de boîtes qu'elles remplissent d'allumettes, ça l'équivaut à un montant d'argent qu'on leur offre au fin de la journée. Puis bon, il faut dire qu'elles travaillent de très longues heures. Elles travaillent 9 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Et bon, ce salaire-là, il contribue néanmoins à la survie familiale du fait que les salaires masculins dans la ville sont tout de même très bas. Aussi, ils sont plus hauts que ceux des femmes, mais ils sont quand même très, très bas. Et ils ne sont pas suffisants pour faire vivre des familles de 6, 7 enfants. Bon, surtout lorsqu'il y a des hauts et des bas dans l'économie. Donc, le travail de ces jeunes filles-là, même s'il rapporte très peu, il est nécessaire. Puis, c'est encore plus vrai pour les familles où il n'y a pas de père pourvoyeur, si on peut appeler ça comme ça, où il n'y a pas de père de famille qui gagne un bon salaire, soit dans des ménages où la mère est veuve, où le père n'a pas de revenus parce qu'il y a eu un accident de travail, ou différentes conditions comme ça, qui rend le salaire, aussi maigre soit-il, de ces travailleuses essentielles. Ça m'a fait penser quand j'ai vu la partie où est-ce qu'on parlait de leur statut matrimonial. Là, je me suis dit, c'est un peu la vision que les gens de cette époque-là avaient, comme une femme qui est mariée, elle doit juste rester à la maison, s'occuper. Je me suis dit, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils cherchaient juste des jeunes filles, et puis en particulier des jeunes filles célibataires. Oui, absolument. Il y a une question d'acceptabilité sociale. Le travail des jeunes filles qui sont pas trop jeunes, mais pas encore mariées, et surtout pas encore mères, est le seul travail qui est vraiment considéré comme acceptable. Sinon, ce sont les veuves qui ont plus d'enfants à charge et qui ont vraiment besoin de travailler. Puis les employeurs, bon, ils ont cette idéologie-là, donc ils vont aller chercher les jeunes filles. Toutefois, elles sont pas seules. Il y a quand même, ils sont très, très peu, mais il y a quelques femmes plus âgées qui ont des enfants, soit qu'elles sont veuves ou, bon, des fois, elles sont sans mari, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est disparu, qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Donc, c'est vraiment en extrême nécessité qu'elles quittent le foyer parce que normalement, les femmes mariées, elles vont avoir un emploi rémunéré. Alors, certaines vont avoir un emploi rémunéré, mais ça va être un emploi à la maison. Elles vont faire du lavage pour d'autres familles, elles vont faire du ménage. Puis même pour les jeunes filles célibataires, quitter le foyer familial, quitter la maison privée, c'est du moins idéologiquement vu comme non désirable. On préfère qu'elles travaillent à la maison. Le hic, c'est que le travail à la maison paye beaucoup moins. Déjà, les salaires sont bas à l'usine, mais les travails à la maison sont encore plus bas. Donc, on préfère les envoyer à l'usine parce que ça rapporte tout de même un petit peu plus. Kathleen, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de ce bel ouvrage, pour sortir les allumettières de l'ombre. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On fait un peu l'histoire des allumettières de Hull. Donc, l'ouvrage pour sortir les allumettières de l'ombre de l'auteur Kathleen Durocher, avec qui il me fait plaisir de parler parce que c'est donné un mandat, celui de nous faire connaître ces dames-là qui ont joué un rôle important pour cette région-là. Et puis là, on voulait parler des réalités du travail parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mentionner, surtout en rapport avec le phosphore blanc. Le travail, bon, en plus d'être mal rémunéré, c'est une industrie qu'on va dire insalubre. Donc, il y a des problèmes avec le
l'environnement dans lequel les travailleuses se trouvent. Puis bon, en plus de la chaleur, du manque de ventilation, de la poussière et tout ça, eh bien, on trouve des agents chimiques qui servent à fabriquer les allumettes, hein, le bout inflammable. Et à l'époque, on utilise le phosphore blanc, qu'on n'utilise plus aujourd'hui dans les allumettes. Et le phosphore blanc, ce que ça l'amenait, c'est qu'on pouvait partir l'allumette un peu sur n'importe quelle surface rugueuse. Donc, on pouvait juste en mettre dans ses poches puis partir pour la journée. À une époque où il n'y a pas d'électricité, c'était très pratique. Le phosphore blanc, néanmoins, on se rend compte très rapidement dès son introduction dans l'industrie, c'est qu'il est très poison et qu'il cause des problèmes de santé graves chez de nombreux travailleurs et travailleuses. Notamment, le plus grave de ces mâles, c'est vraiment la nécrose maxillaire. Donc, le phosphore blanc émane des vapeurs qui vont s'infiltrer dans les caries, les petites ouvertures dans les gencives et va venir attaquer la dentition puis la mâchoire. La nécrose maxillaire, c'est une forme de cancer de l'os, va vraiment venir détruire l'os, va causer des problèmes de santé très graves pour ces travailleuses-là. Ils vont perdre leur mâchoire, vont perdre leurs dents. Mais aussi, le phosphore est un poison. Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement, notamment parce qu'elles avaient souvent du phosphore sur les mains, se rongeaient les ongles ou mangeaient sans se laver les mains juste avant et s'empoisonnaient avec la substance chimique. Puis encore une fois, les résultats sur leur santé sont assez graves. Certaines s'en remettent, vont s'en remettre défigurées pour celles qui perdent leur mâchoire, mais nombreuses aussi vont décéder de cette maladie-là. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, par rapport au phosphore blanc, là, j'ai vu il avait été interdit dans d'autres pays, mais au Canada, ça s'est fait bien plus tard après. Oui, le Canada est presque bon dernier dans l'interdiction du phosphore blanc. Ça commence en Europe très tôt, dès les années 1870, donc à peu près 30-40 ans après qu'on introduise la substance. Mais le Canada va vraiment attendre que tout le monde l'interdise du fait qu'elle a peur de la compétition entre les États, hein, qu'on fasse rentrer des allumettes de contrebande de phosphore blanc parce que les gens les préféraient. Elles étaient plus pratiques que les allumettes de phosphore rouge, l'autre alternative qu'on a toujours aujourd'hui. Hein, ces allumettes, il faut partir après une petite boîte avec la bande rugueuse qui s'y trouve. Donc, le Canada va vraiment attendre que non seulement les pays européens du continent, que la Grande-Bretagne, mais aussi que les États-Unis l'interdisent. Donc, vraiment, puis on le voit dans les débats parlementaires, qui est le dernier des pays occidentaux à l'interdire, rendu en 1914. Puis, il est interdit en 1914, mais la vente va continuer jusqu'en 1917. Donc, on va quand même étirer le plus longtemps possible avant de l'interdire complètement. Et là, ils ont vraiment souffert à leur époque, là. Et puis, là, on va parler maintenant de ce volet grève, là, parce qu'arrivé un moment, il y a une certaine révolte. Et puis, quand je lisais ce bout-là concernant la révolte, ça m'a fait penser, je ne sais pas si les gens savent exactement de quoi je parle, c'est sur Netflix, le film qui s'appelle Les opératrices de téléphone. J'ai tout de suite pensé à ça. Je dis, OK, à cette époque-là, les femmes, elles prenaient en main leur vie. Et puis, j'aime ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une grève éclate? Dans le fond, on se trouve au lendemain de la Première Guerre mondiale. La situation de la classe ouvrière, généralement, au pays, n'est pas excellente. L'inflation commence tôt. On s'en va, après tout, vers la Grande Dépression. Puis, leur situation économique ne s'améliore pas malgré une prospérité qu'on voit au pays. Puis il va y avoir beaucoup de révoltes. On pense à la grève générale de Winnipeg en 1919, mais ça va aussi venir affecter à Hull les femmes qui sont syndiquées depuis très récemment, 1918, avec un syndicat catholique qui vraiment, avec sa doctrine, qui sépare les hommes et les femmes dans leur syndicat. Puis, ce qui se passe, c'est que la ABAD, leur employeur, va décider de changer leur horaire de travail. Elles vont finir de travailler beaucoup plus tard. Ça va accélérer aussi leur production sans augmenter leur salaire. Et elles vont faire appel à leur nouveau syndicat pour aller négocier. La ABAD va décider que ça lui tente pas trop de négocier et va faire un lockout. Les ouvrières vont tout de même continuer à faire leurs demandes et la compagnie, ça c'est mon hypothèse, mais en voyant ce qui se passe à travers le pays avec la grève de Winnipeg et tout ça, va décider d'aller négocier parce qu'elle ne souhaite pas avoir des émeutes dans sa manufacture et va accorder aux ouvrières la plupart de leurs demandes.
Et puis, ce moment-là est important non seulement pour les travailleuses, mais aussi pour les syndicats catholiques et pour les femmes syndiquées à l'intérieur du Canada français, du fait que c'est c'est la première vraie victoire qu'on voit d'un syndicat catholique, puis encore plus d'un syndicat féminin. Ce qui va laisser un peu les almetières vont devenir l'exemple à suivre, non seulement dans la région, mais aussi à travers le Québec par la suite. Il va nous rester seulement 45 secondes avant la fin de notre entrevue. Puis je vois qu'après ça, il y a vraiment eu la création du boulevard des Allumettières qui rappelle un peu, pas totalement, mais qui rappelle un peu ce que les femmes là ont fait à cette époque. Oui, absolument. Ça a surtout servi à ramener un peu dans la mémoire collective de façon plus importante les travailleuses. Puis c'était un des objectifs du comité de toponymie en choisissant ce nom-là. C'était de faire la promotion de l'histoire locale, la promotion de l'histoire des femmes. Bon, on a très peu de toponymes qui ont des noms féminins, donc c'était déjà ça. Ça l'a plus ou moins levé. On s'est plus ou moins intéressé à elle par la suite, mais là, ça se fait un peu plus. Bien, écoutez, Kathleen, merci beaucoup d'avoir partagé cette belle histoire avec vous. Au moins, grâce à vous, on pourra avoir l'histoire réelle de ces dames-là. Et puis, on va inviter les gens à visiter le www.presseyouottawa.ca pour se procurer l'ouvrage de l'auteure Kathleen Durocher intitulé « Pour sortir les allumettières de l'ombre ». On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.